Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au Festival UOF. On débute dans quelques minutes, alors n'hésitez pas à texter vos amis pour les inviter à la diffusion, c'est pas trop tard. Vous pouvez entre-temps nous dire dans la section commentaires, vous êtes présentement dans quelle ville en province pour réaliser qu'il y a plusieurs personnes, je pense, qui vont être à l'écoute aujourd'hui du premier Festival UOF. Et en attendant le début officiel du festival, nous avons l'honneur d'accueillir Abel Maxwell, un artiste franco-ontarien qui nous offrira quelques performances au cours de la diffusion. Donc, écoutons à l'instant sa première prestation. Il nous interprète sa pièce « Ça va bien aller ». Regardez tout en avant et s'éloigner de ces tourments. La tempête va finir par passer, tout ça va se tasser. Tu veux tout laisser tomber, tomber, et enfin tout oublier, oublier. Sais-tu que pour mieux avancer, il faut tout bien gérer. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. L'adversité, la bonne volonté, tous tes efforts malgré les torts. Je sais que tu ne perdras pas pied, l'épreuve te rend plus fort. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Une solution utile pour un horizon difficile. Paraît que le temps arrange les choses, mais il faut que tu oses. Si tu persévères, oh, la vie est un mystère. Ah, que faut-il faire? Oh, reste pas sans rien faire. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. Rien n'est impossible, mais rien n'est facile. L'adversité, la bonne volonté, tous tes efforts malgré les torts. Je sais que tu ne perdras pas pied, l'épreuve te rend plus fort. Ça va bien aller. 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 Wow! Merci beaucoup Abel Maxwell pour cette belle prestation qui marque officiellement le début du Festival UOF. Je me présente, je m'appelle Éric Barrette et je serai votre animateur aujourd'hui. Donc, au courant des prochaines 90 minutes, nous allons faire un survol complet de ce que l'Université de l'Ontario français nous propose. Nous allons regarder les programmes, les services, survoler des thématiques spécifiques à l'UOF et on terminera le tout avec un Kahoot surprise où plusieurs prix seront en jeu. Donc, assure-toi d'avoir un téléphone ou un appareil électronique pour pouvoir participer au Kahoot et continuer de suivre la diffusion du Festival UOF en même temps. Donc, pour lancer officiellement cette journée, accueillons Édith Dumont, co-rectrice par intérim et vice-rectrice partenariat, collectivité et relations internationales pour nous adresser quelques mots. Alors, bonjour. Permettez-moi d'abord de reconnaître que l'Université de l'Ontario français se situe sur un très vaste territoire régie par la ceinture Waapum d'un seul bol, celle qui scelle une entente de coexistence, de protection et d'utilisation des ressources autour des Grands Lacs. Témoin de milliers d'années d'activité et de coexistence humaine, notre territoire, Toronto, se veut toujours un lieu de rencontre fréquenté et adopté par plusieurs peuples autochtones provenant des quatre coins de l'île de la Tortue.
Nous sommes très reconnaissants envers ces premiers peuples d'avoir la possibilité de nous rencontrer et de travailler sur ce territoire. Et sur ce, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Vous êtes plus d'une centaine de jeunes aujourd'hui à visiter l'UOF. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous vous accueillons virtuellement et j'espère que vous ressentez, malgré cette distance, toute notre énergie et notre enthousiasme à vous offrir l'opportunité d'étudier en français à l'université, que vous soyez de Toronto ou d'ailleurs en Ontario et peut-être même quelque part au Canada. Bienvenue à l'Université de l'Ontario français. Tout est nouveau chez nous. Notre campus qui ouvrira ses portes en septembre, nos programmes, nos professeurs et nos employés qui viennent des 4 coins du monde. Nous sommes tous là à Toronto pour vous et surtout pour vous offrir un lieu et des programmes de baccalauréat des plus innovateurs. Vous avez tous entendu parler que présentement, les métiers du futur sont à se réinventer et certains d'entre eux ne sont même pas connus à ce jour. Sachez que l'Université de l'Ontario français se crée aujourd'hui pour vous et avec vous et nous prenons l'engagement ferme de vous accompagner afin que vous deveniez des citoyennes et des citoyens qui rentreront sur le marché du travail avec les connaissances et les compétences qui vous permettront d'agir avec créativité dans vos collectivités, d'avoir un impact positif et durable au sein de la société et d'influencer l'avenir de ce monde dans une perspective de bien-être collectif. Et sur ce, je nous souhaite une visite de l'UOF des plus intéressantes et aussi, dans un avenir proche, je nous souhaite des poignées de main en personne pour apprendre à se connaître. Alors, bonne visite. Merci beaucoup, Madame Dumont, pour ces bons mots qui déclarent officiellement l'ouverture du festival UOF aujourd'hui. Donc, j'inviterai maintenant François Blétou, qui est conseiller principal au recrutement et à la promotion des études, qui nous présentera le premier bloc du festival UOF. Oui, bonjour à tous. Alors, bienvenue à l'UOF et on est vraiment ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Le premier bloc, c'est un bloc de thématiques. Alors, on va traiter de 2 thématiques très courtes. Donc, soyez rassurés. Le premier, c'est la culture, identité francophone. Et je vais accueillir donc Éric Barrette, expert en animation culturelle, pour cette thématique. Et la deuxième thématique, ce sera la culture numérique et je vous présenterai l'invité juste après. Éric, à toi. Merci beaucoup, François, pour cette présentation. Et oui, Éric, c'est la même personne qui vous parlait il y a de ça quelques instants. Je suis de retour, mais cette fois-ci, c'est bel et bien pour vous parler de la culture identité francophone, un thème qui est très important pour l'UOF. Et justement, on va faire un survol ensemble aujourd'hui de qu'est-ce que c'est la culture d'identité francophone et comment est-ce que ça s'applique à l'UOF. Donc, on va commencer ça à l'instant. Je vous partage ma belle présentation et on va pouvoir voir qu'est-ce que c'est la culture d'identité francophone. Tout d'abord, je pense que c'est important de noter que vous faites partie de l'histoire puisque vous allez potentiellement être les premiers étudiants de l'UOF. Comme vous le savez, l'UOF va ouvrir officiellement ses portes en septembre prochain. Et donc, peut-être que votre parcours universitaire ou postsecondaire va commencer peut-être pas en septembre d'après, qui sait, mais sachez que c'est la première université par et pour les francophones, donc c'est quelque chose qui découle de revendications qui ont duré quand même plusieurs années, où est-ce que les gens voulaient avoir une université qui allait desservir spécifiquement les francophones et qui allait répondre aux besoins spécifiques des francophones. Donc l'UOF répond à ça. Donc, c'est une université par et pour les francophones. Et finalement, c'est possible de vivre sa francophonie au cœur de la plus grande ville au pays, soit Toronto. Je ne sais pas si vous le saviez, je pense que oui, mais en Ontario, il y a présentement plus de 625 000 personnes qui utilisent le français comme langue parlée à la maison. Et ici même, dans la région de Toronto et du sud-ouest, c'est près de 100 000 personnes. Donc, vous êtes quand même plusieurs personnes en Ontario à avoir le français comme langue première. Et l'UOF se veut
être une institution qui va représenter ces couleurs-là, les couleurs de la francophonie diverse, parce que oui, la francophonie a évolué beaucoup au courant des dernières années. On se retrouve aujourd'hui avec une francophonie plurielle avec des origines diverses, mais qui a comme point central le français. Donc, l'objectif de l'UOF, évidemment, c'est de créer un espace sécuritaire pour l'ensemble de la diversité francophone de l'Ontario et du pays et même du monde. Donc, c'est assez intéressant de comprendre cet aspect-là. Et aussi, l'UOF, c'est l'occasion d'élargir l'espace francophone à Toronto. Donc, si tu choisis l'université ou si tu viens faire un tour à l'UOF, tu vas aussi avoir l'occasion de découvrir des activités culturelles qui se font ici même dans la ville reine à Toronto. On pense ici à des événements comme la Franco-Fête ou des spectacles de théâtre du Théâtre français de Toronto. Il y a aussi des ligues d'improvisation qui sont des fois peu connues, mais que vous allez pouvoir découvrir grâce à l'UOF, des salons du livre, des festivals de films francophones. Et pour ne nommer que ceux-là, c'est des activités qui ont lieu dans la communauté, mais l'UOF va également proposer des activités culturelles au sein même de son institution. Donc, vous allez voir que c'est possible de vivre sa francophonie à l'intérieur des murs de l'UOF, mais également à l'extérieur, dans la communauté tous les jours. Donc, vous avez la chance de potentiellement être les premiers étudiants qui vont pouvoir créer cet espace francophone-là au sein de l'UOF. Mais j'aimerais aussi prendre quelques instants pour faire un survol de toutes les luttes qui ont été nécessaires pour l'obtention de l'éducation francophone en Ontario. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Tu sais, on dit oui, il y a 625 000 francophones au pays, en Ontario, je veux dire, et ils peuvent aller à l'école en français, mais on oublie souvent que l'accès à l'école en français s'est fait à la suite de plusieurs luttes, plusieurs situations où est-ce que les gens ont dû revendiquer leur droit d'avoir l'accès à l'éducation en français. Et justement, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu à l'école ou lors de spectacles franco-ontariens ou des journées comme le 25 septembre et autres, c'est la question du règlement 17 qui a vu le jour en 1912 et qui s'est étiré jusqu'en 1929. Ça, c'est un règlement qui interdisait complètement l'enseignement du français dans les écoles de l'Ontario. Il y a eu quand même plusieurs revendications, puis finalement, après des épisodes assez sous tension, on peut dire. On pense à la guerre des épingles de chapeau qui a eu lieu à Ottawa, où est-ce que des gens ont sorti dehors pour vraiment défendre l'accès à l'éducation en français, puis ils n'ont pas voulu suivre le règlement 17 qui était en place. Donc ça, c'est vraiment une des premières luttes qui s'est fait de 1912 à 1927. Par la suite, en 1968, il y a eu un projet de loi qui a permis la création de classes francophones dans les écoles secondaires de langue française et un type de comité consultatif de langue française au sein des conseils scolaires. Vous vous dites, ah bon, peut-être que ça a fait avancer la situation, mais finalement, il y a eu quand même plusieurs luttes à la suite de l'adoption de cette loi-là. En 1969, il y a eu la loi sur les langues officielles qui faisait en sorte que le français et l'anglais étaient placés sur un pied d'égalité au sens de la loi au pays. Une loi qui datait de... En fait, on a célébré le 50e anniversaire de cette loi en 2019. Par la suite, en 1970, d'autres crises multiples où est-ce que des élèves sont sortis dans les rues pour revendiquer leur droit à l'éducation en français puisque plusieurs conseils scolaires choisissaient de retirer les classes francophones de leur offre et ça a fait en sorte que des élèves se sont levés, dont une lutte à Sturgeon Falls parce que plusieurs élèves ont sorti pendant plusieurs jours de l'école pour faire en quelque sorte une grève et le gouvernement a finalement adopté une loi qui permettait, en fait une commission ministérielle pour étudier la question et faire des recommandations pour que l'enseignement en français soit plus accessible. En 1984, la Cour de l'Ontario juge que les Franco-Ontariens ont droit à une plus grande gestion de leurs écoles, donc ça aussi c'est positif. Cependant, un peu plus tard, en 1979, il y a eu aussi la crise de Penetanguishing, où est-ce que les jeunes ont dû sortir à la rue puis faire quand même, encore une fois, brasser beaucoup de choses. Ça s'est passé à Penetanguishing, mais également ailleurs en province, à Geraldton, Long Lac, Kirkland Lake, Burlington, East York, Windsor, donc un peu partout en province. Ça, c'est une crise où est-ce que 54 élèves ont choisi de s'inscrire dans une école qui était non officiellement reconnue par le ministère de l'Éducation pour prouver l'importance de l'éducation en français et pour avoir droit justement à cette éducation-là. Finalement, le gouvernement
c'est là qu'il a décidé de leur donner raison, puis finalement, ils ont pu avoir leur propre école francophone, soit le Caron, qui est situé à Penetanguishing. En 1982, il y a eu la Charte canadienne des droits et libertés. Il y a l'article 23 qui garantit le droit à des écoles francophones de langue française. Par la suite, entre 1980 et 1990, il y a eu plusieurs luttes qui se sont transposées devant les tribunaux et la majorité du temps, c'était pour faire respecter l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. En 1986, on permet la création de sections francophones dans les conseils scolaires anglophones. Donc, encore un pas, un avancé dans une autre direction. En 1997, le gouvernement adopte la loi 104. Ça fait en sorte que les Franco-Ontariens ont la pleine gestion de leurs écoles, un grand pas en avant. Et en 1998, c'est la création de 12 conseils scolaires qui existent toujours aujourd'hui. Des conseils scolaires que vous connaissez peut-être, qui sont répartis un peu partout sur le territoire de la province. Et en 2021, on compte aujourd'hui plus de 450 écoles, dont 108 000 élèves dans 350 écoles élémentaires et 105 écoles secondaires francophones. Et finalement, l'ouverture en 2021 de l'UOF en septembre, qui sera la première université exclusivement francophone de la province. Donc, vous voyez que ça vient quand même de loin, cette lutte pour l'accessibilité en français. Donc, ça fait partie des racines de l'Université de l'Ontario français et ça va évidemment transposé dans le quotidien dans cette nouvelle institution qui va ouvrir officiellement en septembre prochain. Donc, si vous avez des questions, commentaires, c'est le temps de les faire dans la section commentaires de YouTube. Sinon, ce fut un réel plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci Eric, vraiment super. On voit que l'UOF s'inscrit dans cette continuité. 80, les écoles publiques et catholiques, 90, les collèges, 2021, l'Université de l'Ontario français, la première université par et pour les francophones. Donc, on voit bien que la qualité de l'enseignement, l'éducation, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde qui a construit cela sur le long terme. Alors, on va continuer la thématique, mais on va parler d'autres choses. On va parler de la culture numérique et j'ai vraiment un immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Ella Zahar, qui est professeur et responsable du pôle sur les cultures numériques à l'Université de l'Ontario français. Alors, merci Ella, merci pour ton temps. Elle est, vous imaginez, très occupée. Merci pour parler justement à tous les jeunes des cultures numériques. C'est vraiment, vraiment un sujet absolument incroyable. Alors, place à toi. Merci François, bonjour tout le monde. Comme vous le savez, effectivement, nous avons à l'UOF un programme de baccalauréat en culture numérique. C'est un programme de 4 ans. Et dans le cheminement, en 4e année, vous pouvez vous orienter soit en création artistique ou en communication. Et je mentionne que les deux sont quelque part reliés. Et c'est au cours des 3 années qu'on va voir en fait le lien entre le milieu des arts technologiques et les communications. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est beaucoup plus par rapport à l'identité, en continuité avec la présentation d'Éric Barrette. Je veux vous parler de l'identité numérique. Et je vais juste partager donc mon PowerPoint. Alors, comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est l'identité numérique, c'est aussi regarder qu'est-ce qu'on laisse comme trace, comment on se présente sur le web, quelles images on diffuse, etc. Je vais vous présenter tout d'abord une vidéo qui parle en fait de l'identité numérique qui a été projetée donc par Radio-Canada, qui exprime très bien notre personne numériquement et tout ce que ça engendre comme enjeu au niveau de nos traces numériques. Salut, moi c'est Sébastien. Moi aussi. Non, c'est pas mon jumeau ni mon sosie. Je suis sa version numérique. C'est impressionnant, hein? Eh bien, crois-le ou non, tous ceux qui sont sur Facebook, Snapchat, Instagram ou n'importe quel réseau social ont eux aussi une double identité. L'identité numérique. Ça fait pas si longtemps qu'Internet existe, mais veux pas, ça a complètement changé nos vies, surtout depuis l'apparition des réseaux sociaux. Un réseau social, c'est une plateforme numérique qui permet à ses membres d'être en relation entre eux. C'est vraiment pratique pour rester en contact avec les gens que t'aimes, même ceux que tu vois pas souvent, comme moi avec ma tante Sylvie. Il y a plein de beaux côtés aux réseaux sociaux, mais il faut faire attention. Il y a des pièges à éviter.
Tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux laisse des traces et en dit beaucoup sur nous. C'est ce qu'on appelle l'identité numérique, la version de soi que l'on présente sur le web. On se construit une identité en fonction de qui on est, de comment on veut que les gens nous voient, avec les photos qu'on publie et ce qu'on dévoile de nous. Excuse-moi, Sébastien, je rajouterais qu'en tant que toi virtuel, je suis aussi composé des pages auxquelles tu t'abonnes, des mentions j'aime et de tout ce que tu commentes. Et ce qu'on publie sur les réseaux sociaux peut y rester longtemps, même si on les efface. Exemple, ça t'est déjà probablement arrivé de dire des choses que tu as regrettées. Une fois, j'étais fâché contre ma tante Sylvie. Puis sur le coup de la colère, j'ai parlé dans son dos. J'ai dit que sa lasagne était dégueulasse. Mais c'est pas vrai, je l'adore, sa lasagne. Oh. C'est pas la fin du monde, ça nous arrive tous de faire des erreurs. Mais maintenant, imagine que ce que tu as dit a été retranscrit et photocopié des milliers de fois et distribué à tout ton entourage. La lasagne de Sylvie est dégueulasse, signé Sébastien. Non, 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 hey, non, 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 non! Trop tard. Il y a trop de copies. Tu as perdu le contrôle. C'est un peu le risque qu'on prend quand on publie quelque chose sur les réseaux sociaux. On ne peut pas savoir ce que les gens vont faire avec ce qu'on y met. Alors, en gros, le guide de conduite sur les réseaux sociaux, c'est d'agir exactement comme tu le ferais dans la vraie vie. Premièrement, avant de publier, pose-toi la question, est-ce que je dirais vraiment ça en public? Si la réponse est oui, vas-y. Mais si tu as une hésitation, mieux vaut s'abstenir. Deuxièmement, refuse les demandes des inconnus. Imagine si dans la vraie vie, un inconnu venait chez vous et te demandait « Hey! Bonjour! J'aimerais ça voir vos photos de famille, connaître votre date de fête, savoir ce que vous avez fait en fin de semaine passée. Es-tu correct? » Non. Finalement, évite de partager des informations trop personnelles comme ton numéro de téléphone, ton adresse, ton école. Oh. Au fond, avoir deux identités à gérer, c'est pas si pire. Il suffit de faire preuve de jugement. Hey! Ou d'avoir une bonne connexion Internet. Donc, comme vous l'avez vu, l'identité numérique, c'est vraiment le personnage que l'on se crée sur Internet à travers toute la documentation en fait qu'on poste ou alors de ce que les gens disent de nous, etc. Si on regarde un petit peu au niveau de l'évolution de notre identité numérique, et en fait, elle évolue en fonction de l'évolution des technologies. Parce qu'en fait, on est arrivé maintenant au Web 4.0. Mais si on regarde en arrière, au Web 1.0, en fait, on laissait pas beaucoup de traces numériques. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était un sens unique. C'était des pages web, puis on avait des hyperliens, puis donc, c'était beaucoup plus ce qu'on appelle du push. Donc, on envoie de l'information, puis il n'y avait pas vraiment une intervention des usagers. Donc, on ne laissait pas beaucoup de traces sur le web. Quand on arrive au Web 2.0, c'est vraiment le web social. OK? En plus de ça, c'est aussi les smartphones. Donc, avec les smartphones, ben là, on a beaucoup plus de données. On a beaucoup plus de données et on devient ce qu'on appelle un prosumer, c'est-à-dire qu'on est producteur de contenu et on est consommateur de contenu. Puis là, on devient donc des acteurs clés qui génèrent du contenu. Tant qu'on génère du contenu, on laisse des traces. Donc, à partir du moment qu'avec les réseaux sociaux, je peux publier, les gens peuvent partager, ils peuvent commenter. Ce partage-là, on ne peut pas vraiment le suivre. Où est-ce que ça s'en va? On laisse énormément de traces au-delà même de notre réseau, de notre communauté ou de même des gens qu'on voit qui s'abonnent à notre page. Ça va beaucoup plus loin si dans nos préférences, on dit par exemple, ben, je veux m'abonner aux amis de mes amis. Ben là, on élargit encore plus notre bulle. Avec le Web 3.0, c'est ce qu'on appelle le web sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on est arrivé à une grosse quantité d'informations. C'est ce qu'on appelle vraiment une masse d'informations qui circule. Mais cette masse d'informations, l'algorithme commence de plus en plus à être réactif à ce qu'on lui envoie. Donc, ce qu'on appelle, il agit en fonction du besoin de l'utilisateur, si ce n'est
la géolocalisation. Il faut savoir que la donnée que l'algorithme adore manger, comme je dis, c'est le code postal. Le code postal est quelque chose qui est énormément vendu au niveau des publicités, des entreprises, etc., parce que ça permet de géolocaliser, de pouvoir identifier des facteurs sociologiques, c'est-à-dire quel âge, où est-ce que tu habites, etc. Donc, ce sont des données qui circulent énormément. Et avec le Web 4.0, on est beaucoup plus dans le web intelligent, donc c'est encore plus que le web sémantique, parce que certainement, vous l'avez remarqué, c'est que des fois, je regarde, j'ai envie d'acheter un chandail, puis là, j'ouvre Facebook, puis il m'offre des publicités de chandail. Hey, coudonc, comment il a su ça? Ben, ça, c'est le web intelligent. Donc, on est immergé dans ce contenu-là et l'algorithme, il est capable maintenant de mieux cerner nos besoins et de répondre à nos requêtes. Ce qui veut dire par là que gérer mon identité numérique, c'est aussi gérer ma réputation. Comme je vous l'ai dit, on est presque obligé dans toutes les plateformes socio-numériques de s'inscrire avec notre nom, prénom, adresse. C'est rare qu'on accepte un pseudonyme dans l'inscription initiale. Souvent aussi, on demande l'âge, le code postal, etc. En plus de ça, il y a toute la couche si on met un avatar, il y a l'adresse IP de notre ordinateur, les mots de passe, les images, etc. Fait que vous vous rendez compte que là, l'algorithme est capable, en fait, au niveau de l'identité numérique, on est capable de lui dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, à quoi je pense, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que je paye sur le web, etc. Donc, toute notre vie est quelque part sur le web. Maintenant, j'aimerais que vous vous interrogez un petit peu, c'est quoi votre identité? Est-ce qu'elle est civile, agissante, narrative ou virtuelle? Surtout à travers toutes les plateformes que vous utilisez. C'est une taxonomie, en fait, c'est une classification de Dominique Cardon qui a essayé, en fait, de voir un certain nombre de plateformes, puis de les classer et de regarder comment nous, notre identité, elle est sur le web. Vous pouvez être en même temps civile et agissante, vous pouvez combiner deux identités. De manière générale, si les participants rendent leur disponibilité visible avec le lien de tout ce qui est géolocalisation, leurs activités professionnelles, etc., vous êtes une identité post-it. Si vous êtes phare, c'est que les participants font ça facilement accessible et rendent leur identité visible, c'est-à-dire c'est quoi leurs engagements sociaux, leurs achats, leur réseau professionnel, leurs pratiques, ils sont sur Flickr, ils sont sur plusieurs communautés, etc. Si vous êtes Lanterna Magica, ben là, vous êtes en arrière d'un avatar. Donc, c'est souvent les gamers qui ont ça. Donc, on se présente souvent à travers un avatar et donc, il y a comme une seconde vie de notre vie. Donc là, vous commencez à avoir les couches d'identité qu'on peut avoir qui sont multiples. Et si on est clair-obscur, c'est-à-dire que les participants doivent dévoiler leur identité à un réseau social de proches. Donc, on reste beaucoup plus au niveau de nos préférences dans les réseaux sociaux d'amis, OK? Puis, on dévoile notre intimité, nos photographies, nos voyages, etc., mais ça reste quand même à un cercle restreint. Et si on est beaucoup plus une identité paravent, comme on appelle ça, les participants, ils vont rester cachés derrière un moteur de recherche. Je connais plusieurs participants qu'ils ont créé des pages Facebook, Instagram, etc., mais ils participent pas beaucoup, ils ne postent rien. Là, c'est beaucoup plus une activité de paravent. Maintenant qu'on a publié, puis qu'on est presque comme... on ne peut pas être à côté de ce mouvement technologique. Il faut qu'on sociabilise. On est beaucoup dans la collaboration, on est beaucoup dans la co-création, dans le travail, etc. On est obligé quelque part d'utiliser tout ça. Faisons une rétroaction. Comment je pourrais faire un petit lifting identitaire? Donc, c'est-à-dire dans ma vitrine, comment je pourrais un petit peu éliminer des informations qui datent de très longtemps et que je n'ai plus envie qu'elles soient visibles.
Puis là, je vais regarder beaucoup plus mes données personnelles, ma vie privée et mes relations sociales. Donc, regardez un petit peu vos données, qu'est-ce qui a circulé, etc. Comment nettoyer donc ces traces-là qui circulent sur le web? Il y a plusieurs manières. Le plus simple que je vous présente aujourd'hui, mais si vous vous inscrivez au bac en culture numérique, il y en aura beaucoup d'autres qu'on analysera. On peut aller sur Google, puis entre guillemets, mettre son nom et prénom et regarder sur plusieurs moteurs de recherche, surtout les 10 premiers résultats, qu'est-ce qui sort. Si vous êtes identifié dans des sites que vous ne reconnaissez pas, vous avez le droit, et je parle plus de propriété intellectuelle au niveau du numérique, vous avez le droit de contacter cette entreprise ou cet organisme et de lui demander de vous retirer de ces pages web, etc. Vous pouvez aller aussi, en faisant image Google, télécharger votre portrait et regarder qu'est-ce qui a circulé un petit peu à travers vos images. Et vous pouvez de même, avec les adresses web, contacter les organismes où vous avez vu donc vos images circuler. Vous pouvez aussi faire une petite recherche inversée. Je crois que je n'aurai pas le temps de la présenter, mais vous allez juste aller sur Reverse Image Search, puis vous téléchargez une image. L'avantage avec cette plateforme, c'est que vous téléchargez une image et elle vous sort tous les résultats de cette image-là, où est-ce qu'elle a circulé. C'est l'un des moyens aussi de regarder où est-ce que mes images ont circulé. La dernière chose aussi que vous pouvez faire, c'est de revenir aux paramètres de confidentialité sur les plateformes des médias numériques et socio-numériques et de regarder vos paramètres de confidentialité. Parfois, lorsque l'algorithme est actualisé, les paramètres changent. Alors, ce serait bon d'aller regarder les paramètres de confidentialité et de revoir un peu, vous êtes abonné, vous êtes visible de quelle manière? À travers vos amis, les amis de vos amis, vous êtes public, etc. Cela vous permet, en quelque sorte, d'établir une réputation positive en adaptant donc votre comportement. Ça nous a vraiment appris plein de trucs sympas. Alors voilà, si vous voulez savoir votre identité numérique, n'oubliez pas d'aller regarder ce qui se passe au niveau de vos images et votre nom. Et puis, on va passer à la session suivante. Je crois que c'est une session de musique, Eric, n'est-ce pas? C'est bien ça. On va passer en musique avec la deuxième prestation d'Abel Maxwell. Encore une fois, Abel Maxwell, il nous disait qu'il allait mettre des images de Toronto, à voir si c'est le cas, mais on l'écoute à l'instant pour cette deuxième pièce d'Abel Maxwell. Mais le loyer n'est pas payé. Y'a pas de saut métier en cours, tous après le papier. 4 heures du matin, moi je suis déjà réveillé. Je suis déjà réveillé, j'aurais tout essayé. Ils disent qu'ils m'aiment mais je ne sais pas ce qu'ils pensent tout bas. Ils cherchent le rein dans mon dos et me font des coups bas. Tu doutes, personne t'écoute. Longue nuit, les journées sont courtes. Je me rappelle où maman m'a dit les hommes se cherchent, mais l'amour doit nous quitter. Ça, je le sais, je ne veux pas l'oublier. Oh, ils disent qu'ils m'aiment, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent tout bas. Ils cherchent le rein dans mon dos et me font des coups bas. Tu doutes, personne t'écoute. Longue nuit, les journées sont courtes. Je me rappelle où maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit never give up, never give up. Maman m'a dit never give up, never give up. Tout le monde se cherche, oh,
se cherche, ah, tout le monde se cherche, oh, tout le monde se cherche, ah, tout le monde se cherche, oh, tout le monde se cherche, ah. J'espère que tous ces instants ne seront sans regret. Maman m'a dit, never give up, never give up. Maman m'a dit, never give up, never give up. Maman m'a dit, never give up, never give up. Maman m'a dit, never give up, never give up. Une bonne main d'applaudissements pour notre ami Abel Maxwell. Donc, si vous voulez découvrir plus de chansons d'Abel Maxwell, n'hésitez pas à le suivre en allant sur le Abel Maxwell. Il est disponible sur YouTube, Instagram, Facebook et également son site web si vous voulez en apprendre davantage sur l'artiste franco-ontarien Abel Maxwell. Passons maintenant au prochain bloc du festival UOF. Il sera maintenant question des programmes de l'UOF et des carrières qui en découlent. Pour nous en parler aujourd'hui, accueillons de nouveau François Blétou, conseiller principal au recrutement et à la promotion des programmes. Bonjour François. Oui, bonjour Eric. Est-ce que tu vois bien mon écran? Oui, c'est parfait comme ça. Donc, ton écran est accessible. À toi la parole et présente-nous les beaux programmes et les débouchés de carrière qu'ils offrent également. Ok, alors bonjour à tous encore. Merci de nous avoir rejoints à l'Université de l'Ontario français. Je voudrais démarrer par cette belle image qui montre changer le monde. Alors, est-ce que tous ensemble, nous avons le même rêve? Et la question, il y a 4 questions. La première, c'est si on avait une université avec des étudiantes et des étudiants qui pourraient demain contribuer au design des villes et à l'ère de la transition numérique. Et si on avait une université avec des étudiantes et des étudiants qui sont en chemin pour changer le monde et pour le rendre plus inclusif, un monde dans toute sa pluralité humaine. Et si on avait une université avec des étudiantes et des étudiants créateurs, entrepreneurs intéressés par les nouvelles technologies. Et si on avait une université avec des étudiantes et des étudiants qui vont contribuer à l'innovation économique et sociale. Est-ce que c'est possible? Oui. Tout cela, vous allez pouvoir le faire à l'Université de l'Ontario français. Alors, pourquoi venir étudier à l'Université de l'Ontario français en 4 points? Premier point, la ville de Toronto. Alors, on va lancer une petite vidéo sur Toronto. Et puis, il y aura une deuxième vidéo ensuite sur le campus où se trouve l'université. Et une troisième vidéo à l'intérieur qui est une 3D du campus en cours de construction. Alors, Eric, est-ce que tu peux lancer la première vidéo? La ville de Toronto est géniale et exceptionnelle pour tous les jeunes qui aimeraient venir étudier à l'Université de l'Ontario français. À cause de la diversité, il y en a pour tous les goûts. On est près du lac. On a accès à des restaurants, des cafés. On a la chance de s'épanouir. Si tu es une personne qui adore l'art et la culture, ici, on a des musées, des théâtres, des festivals, des grands événements, même en français. Si tu es une personne qui s'intéresse plus au sport, tu vas pas en manquer ici. Les fans des Raptors et des Maple Leafs, c'est votre endroit. Et si tu aimes faire des sports, tu as accès à des espaces à l'extérieur, des complexes sportifs et des équipes auxquelles tu pourrais te joindre.
Et vraiment, pour un étudiant, la ville de Toronto est la ville parfaite pour apprendre et pour vivre au maximum sa jeunesse. Alors, merci Eric. Effectivement, la ville de Toronto, une des villes les plus diverses au monde, les villes les plus multiculturelles. Et on va voir également où se trouve le campus. Alors, le campus, il se trouve pas loin du lac Ontario. L'Université de l'Ontario français s'installe au centre-ville de Toronto, à 2 pas du lac Ontario, de Sugar Beach et au cœur du quartier de l'innovation. Toronto, 5e plus grande ville d'Amérique du Nord, est reconnue comme l'une des villes les plus multiculturelles du monde. Dotée d'une infrastructure numérique à la fine pointe de la technologie, l'Université de l'Ontario français occupera un espace ouvert et lumineux où les classes modulables et les espaces de travail adaptatifs créeront un environnement unique qui alliera enseignement, recherche et qualité de vie. Avec ses services tous sous un même toit, l'UOF offrira un guichet unique pour accompagner sa communauté étudiante par une approche personnalisée et adaptée à ses besoins. Et ce, tout au long du cursus universitaire. L'Université de l'Ontario français est fière de se joindre au riche paysage de la francophonie ontarienne et de contribuer à son rayonnement. Découvrez l'UOF au uontario.ca. Et dernière petite vidéo de l'intérieur du campus qui est en construction en 3D. Merci Eric. Voilà les 2 premières réponses à la question du pourquoi. Donc, on va passer à la deuxième réponse. C'est l'apprentissage numérique, l'apprentissage unique en français. Alors, l'intérêt de venir étudier à l'Université de l'Ontario français, c'est qu'il n'y a pas de discipline parce qu'on va en fait utiliser toutes les disciplines et on va aborder les sujets sous tous les angles de société, politique, économique, environnementale, numérique. Et ça, c'est vraiment très, très innovant comme manière de fonctionner. Vous allez avoir des cours de spécialisation, puisque vous allez pratiquement prendre 50% de vos cours dans cette spécialisation, mais également, vous allez avoir un tronc commun dans lequel vous allez faire de la recherche, de l'intervention, de la méthode, et également des cours de méthodologie. Vous aurez beaucoup de projets, que ce soit individuels ou collectifs. C'est un mode très collaboratif qui est inspiré en Amérique du Nord, entre autres de certaines universités qui ont étudié ça en études de cas, pour ne pas citer en général au niveau maîtrise. Mais là, ça sera au niveau, bien sûr, du premier cycle. Des ateliers professionnels, vous pourrez prendre des ateliers de 1 crédit, par exemple, comme faire un business plan, comme faire un communiqué de presse, etc. Donc, c'est très pratique à la fois, il n'y a pas que de la théorie. Vous voyez, on est vraiment comme si on était dans un milieu professionnel, mais on est à l'université. Et en plus, en 4e année, vous allez pouvoir faire un stage, faire un séminaire, et vous ferez une spécialisation. Je vous en parlerai au niveau des programmes. Vous aurez la possibilité de choisir dans votre thématique une spécialisation avant de rentrer sur le marché du travail. 3e raison, pour venir à l'Université de l'Ontario français, c'est que c'est une université à taille humaine et inclusive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à taille humaine et inclusive? 3 points. D'abord, c'est une approche personnalisée et individuelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans un amphithéâtre de 400 personnes. Les classes vont être de 25, 30 maximum. Vous allez avoir des professeurs dédiés à l'enseignement et impliqués dans la recherche. Ça, c'est très intéressant parce que vous avez accès à des professeurs. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines universités parce que du fait qu'il y a beaucoup de monde, automatiquement, il n'y a pas que des professeurs qui vont enseigner. Et puis, dernier point qui va vous être illustré par l'équipe des services dans quelques minutes, le centre de réussite étudiante. Vous allez voir que vous allez être pris en main. Donc, vraiment, vous allez vous sentir comme chez vous.
Quatrième raison pour venir à l'UOF, un accès facilité au marché du travail. Qu'est-ce que recherchent aujourd'hui les employeurs? Des compétences. On ne veut pas simplement une université où on s'assoit dans un cours et on va écouter un prof parler et qui va nous donner des connaissances. On vient pour y acquérir des compétences. Alors, comment répertorier toutes les compétences durant 4 ans? Parce que beaucoup d'étudiants qui se trouvent en 4e année se préoccupent de leur insertion socio-professionnelle en dernière année. À l'UOF, on va s'en occuper dès le premier jour parce que vous allez constituer un répertoire de compétences où vous allez documenter toutes les compétences que vous allez développer à l'UOF pendant les 4 années, mais également durant votre bénévolat, également durant vos expériences professionnelles que vous aurez en dehors de la salle de classe. C'est très important parce que c'est ça qui va vous aider à trouver le job, à avoir le déclic au niveau professionnel de ce que vous voulez faire une fois que vous serez rentré à l'université. Et c'est très innovant. Il y a très peu d'universités dans le monde qui proposent ça. Qu'est-ce que ça va faire de vous? Un étudiant qui va être un élève, un étudiant extrêmement polyvalent et adaptable au marché du travail. Et c'est exactement les 2 principales compétences que recherchent les employeurs. Alors, qu'est-ce qu'on vient étudier à l'Université de l'Ontario français? Donc, c'est le quoi. Premier pôle, ça va être un pôle centré autour de l'humain et ses diverses dimensions sociales. Et si c'est ça qui vous intéresse, c'est vraiment le programme qu'il vous faut. Donc, il s'appelle Pluralité humaine, donc c'est un pôle, Pluralité humaine. Vous allez voir des thématiques ici. Donc, on ne va pas parler de sciences politiques, on ne va pas parler de culture politique canadienne, on ne va pas parler de femmes et genre, par exemple, parce qu'on va traiter tout ça sous un pôle qui s'appelle Pluralité humaine avec des thématiques, vous pouvez voir, religieux, linguistique, diversité, identité. Et puis, vous voyez ici, concentration au choix, ça veut dire qu'en 4e année, vous avez la possibilité de choisir soit politique et gouvernance, soit pratique et médiation interculturelle. Alors, dans Pluralité humaine, on vous a mis ici, dans cette fiche, quelques exemples d'emplois, mais il y en a beaucoup plus dans la fiche que vous pouvez vous procurer auprès de nos services. Mais en général, ce sont des gens qui voudront atterrir dans les gouvernements provinciaux, fédéraux, voire dans les entreprises en tant qu'intervenant social, médiateur communautaire, chargé de projet d'intervention ou travailler par exemple dans les organisations non gouvernementales ici au Canada ou pourquoi pas à l'international. Deuxième programme, c'est un programme dont qu'on appelle les liens entre les cultures et les technologies d'aujourd'hui. Et là, nous en a déjà parlé un petit peu. Ça s'appelle donc le programme des études des cultures numériques. Ici, vous avez donc encore une fois toutes les thématiques. Donc, on ne va pas prendre un seul angle, puisqu'on va étudier 360 degrés des cultures numériques. Ça va parler de l'écologie numérique, on va parler de technologie, on va parler de l'écriture, on va parler des pratiques artistiques, etc. Et en 4e année, vous pourrez vous concentrer soit en pratique artistique au choix, donc votre spécialisation, ou plutôt vous orienter vers la communication. Alors, vous comme moi, peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, mais sachez que le marché de l'emploi au niveau de l'Ontario, et particulièrement également de la région de Toronto, on a vraiment une pénurie de main-d'œuvre, de gens bilingues qui savent parfaitement écrire, parler, donc faire des pratiques artistiques et de communication. Et donc, on a vraiment, vraiment besoin d'avoir de gens bilingues. Donc, ce programme va vraiment vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Alors, il y a encore une fois plusieurs types d'emplois. On peut faire de la communication, on peut faire du marketing, on peut faire des médias sociaux, on peut faire du web. Donc, il y aura énormément d'options à la sortie de ce baccalauréat. Troisième thématique, donc pôle, la vie sous toutes ses facettes sociales et environnementales. Alors là, je peux parler d'une expérience personnelle. Moi, j'ai une de mes filles qui a étudié à l'OCAN. Elle a dû étudier en anglais. Pourquoi? Parce que l'environnement urbain n'existait pas en français à Toronto. C'est le premier programme en français à Toronto. On va parler justement de tout ce qui concerne l'urbanisme, les villes, la santé publique, les transports collectifs, et c'est vraiment le sujet d'actualité, comme vous pouvez l'entendre tous les jours. Très, très important, ce programme. Il a énormément de succès avec les jeunes qui viennent de s'inscrire pour cette saison pour rentrer au mois de septembre au niveau de l'Ontario. Design et changements environnementaux seront donc les 2 concentrations qui pourraient être faites en 4e année. Donc, design ou changements environnementaux, vous voyez que c'est un petit peu différent. Design, ça va être les constructions des villes, comment on est organisé. On appelle ça les villes intelligentes, les smart cities, qui sont reliées les unes entre autres avec le numérique. Les changements environnementaux, vous avez vu, c'est important que la ville puisse être effectivement un environnement facile à vivre. Alors, on ne parle pas forcément de Toronto seulement, hein, ça peut être n'importe quelle ville au Canada ou à l'international. Sachez que plus de 60% de la planète vit dans les villes, donc c'est très important
effectivement, comme thématique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce programme-là? Planificateur municipal, analyse des politiques urbaines. Donc, vous voyez, encore une fois, nos municipalités ont besoin de gens bilingues. Donc, très, très important de pouvoir apporter ces compétences-là au niveau du bilinguisme et, bien sûr, le français. Des développeurs ou développeuses de marché vert et des agents ou des agents de durabilité. Mais encore une fois, la liste est beaucoup plus longue que ça. Vous imaginez, si par exemple, vous voulez partir à l'international et effectivement construire, participer à des programmes municipaux ou des programmes de construction à l'international dans des ONG, c'est effectivement un excellent programme. Quatrième et dernier programme, c'est le lien entre l'économie et le changement social. Alors, quand on voit cette diapo, économie, changement social, est-ce que finalement économie et changement social, ça rime bien? Vous, votre génération, 2008, c'est l'effondrement aux États-Unis du système financier. Votre génération, elle ne veut plus une économie qui soit une économie sans retour sur changement social. C'est pour ça que c'est très important que ce programme puisse allier à la fois les données économie et changement social. Alors, vous allez voir qu'effectivement, on va pouvoir faire de la finance, de la mondialisation, des ressources humaines, du développement international. Mais ce qui est très important, c'est qu'elle va aussi traiter le retour social de l'économie. Et c'est majeur parce qu'aujourd'hui, votre génération, c'est ce qu'elle veut. Alors, vous aurez deux concentrations au choix possibles. D'abord, travail et ressources humaines, pour ceux qui veulent vraiment se spécialiser dans ces domaines-là. Il y a énormément, effectivement, d'opportunités au niveau travail dans les deux langues. Et puis, entreprise d'économie sociale. C'est vraiment tout le tissu communautaire dont on a besoin en Ontario pour faire vivre nos communautés, que ce soit, bien sûr, dans les grandes villes ou dans les régions plus éloignées. Quel type de travail on peut obtenir? Des agents de développement économique et communautaire, entrepreneurs sociaux, agents ressources humaines. Encore une fois, il y a énormément de débouchés. Vous pouvez même combiner celui-ci avec des cours, par exemple, en culture numérique, combiner ce programme, si vous voulez, avec du design urbain. Ce sera possible, effectivement, à l'UOF. Alors, pour qui s'adressent tous ces programmes? Ça s'adresse pour et par les francophones. C'est ton université. C'est ton avenir. Merci beaucoup, François, pour cette belle présentation. Ça fait un excellent survol des programmes et des débouchés de chacun de ces programmes qui sont offerts à l'UOF. Et c'est déjà l'heure de passer à la dernière prestation d'Abel Maxwell, une dernière chanson qui nous donne le goût de bouger, de danser. Donc, si vous êtes à la maison, n'hésitez pas de le faire avec Abel. Donc, on écoute ça à l'instant, une chanson qui bouge. On m'a dit de te téléphoner. Tout le monde veut danser, danser. Tout le monde veut bouger, bouger. Tout le monde balancer, hey, hey, hey. Tout le monde veut danser, danser. Tout le monde veut bouger, bouger. Tout le monde balancer. Tout le monde se préparait pour aller à la soirée. Mes amis m'attendaient, c'est la soirée de l'année. Ma maman voulait prier et elle me dit tu ne sors pas. Mais c'était la soirée que je ne pouvais pas manquer. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. Mais on m'a dit que tu étais très occupé, très occupé. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. Tout le monde veut danser, danser. Tout le monde veut bouger, bouger. Tout le monde veut balancer, hey, hey, hey. Tout le monde veut danser, danser. Tout le monde veut bouger, bouger. Tout le monde veut balancer, hey, hey, hey. Une fois la nuit tombée, j'ai vu que maman dormait. J'arrangeais les oreillers, comme si j'étais couché. Sur la pointe des pieds, que je me suis en allé. Une fois arrivé, la fête pouvait commencer. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. Mais on m'a dit que t'étais très occupé, très occupé. On m'a dit de te téléphoner, je t'ai téléphoné. Tout le monde veut danser, danser. Tout le monde veut bouger, bouger. Tout le monde veut balancer, hey, hey, hey. Tout le monde veut danser, danser. Tout le monde veut bouger, bouger. Tout le monde veut balancer, hey, hey, hey. Avec toi, tout va bien aller. Je sais
que tu vas bien aller. T'en fais pas, tout va bien aller. Hey. Je sais que tu vas bien aller. T'en fais pas, tout va bien aller. Hey. Je sais que tu vas bien aller. T'en fais pas, tout va bien aller. Je sais que tu vas bien aller. Danser, bouger. Tout le monde veut danser, tout le monde veut bouger, tout le monde veut balancer, hey, hey, hey. Tout le monde veut danser, tout le monde veut bouger, tout le monde veut balancer, hey, hey, Merci beaucoup, Abel Maxwell, pour ces 3 belles prestations aujourd'hui. C'était la dernière qu'on vous proposait aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir Abel Maxwell sur les médias sociaux pour en apprendre plus à son sujet. Un artiste assez polyvalent. Merci. Donc, c'est déjà le temps de passer au prochain bloc et c'est maintenant qu'on a survolé les programmes. C'est maintenant le temps de regarder quels sont les services disponibles à l'UOF. Et pour l'occasion, nous accueillons Mélanie Lafrance, conseillère aux études et à l'expérience étudiante. Et par la suite, ce sera au tour de Danielle Bennett, registraire et directrice de l'expérience étudiante. Mais pour l'instant, accueillons Mélanie qui va nous parler de son volet. Bonjour tout le monde. Merci Eric. Bon après-midi tout le monde. Merci de nous rejoindre sur le Festival des études. Comme dit Eric, je m'appelle Mélanie. Je suis conseillère à l'expérience étudiante à l'UOF. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça prendre quelques minutes pour te parler des ressources et activités que nous avons à l'UOF qui vont contribuer à ton bien-être. Donc, vu que nous sommes une université à taille humaine, dont nous avons la flexibilité d'adapter nos programmes de soutien et de réussite pour répondre à tes besoins. Donc, à cet effet, nous avons créé le Centre de la réussite étudiante qui amène chaque unité de l'université académique et administrative pour assurer le bien-être de chaque étudiant. Donc, à part les services de soutien académique, nous avons aussi l'opportunité d'accompagner dans ton cheminement dans ta première année, car l'expérience à l'université peut être très différente au secondaire. Nous avons aussi une thérapeute sur place, donc si tu as besoin de parler à quelqu'un, elle pourra t'aider sur plusieurs sujets comme la gestion du temps, des problèmes de santé mentale, accommodation, difficultés familiales ou relationnelles, juste pour en nommer quelques-uns. Nous avons aussi d'autres soutiens pour ton bien-être, incluant un programme sur la littératie financière, du soutien d'accessibilité pour une situation de handicap, des troubles d'apprentissage ou de circonstances personnelles. Nous allons définitivement prendre des mesures pour aménager ton parcours en fonction de tes besoins particuliers. Donc, ça, c'est une façon de soutien de ton bien-être, mais il y a aussi les activités physiques qui sont importantes pour ton bien-être. Donc, tu auras accès à un gym du centre du sport de George Brown College, qui est juste de l'autre côté de la rue de nous. Il va y avoir des activités intramuraux, des cours de fitness, et en fonction de ton intérêt, nous organisons des activités telles que le ski alpin ou de fond, patinage sur glace ou d'autres activités que tu peux nous suggérer. Sur ce point, tu peux toujours contacter le Centre de la réussite étudiante et si tu souhaites faire une activité qui n'est pas encore disponible, nous travaillerons pour l'offrir lorsque c'est possible, évidemment. Donc, pour terminer, un autre aspect important de ton bien-être qui sera particulièrement cultivé à l'UOF est le côté socio-culturel et l'identité francophone. On en parlait un petit peu avant, au début de cet événement. Et l'identité francophone est vraiment au centre
de toutes nos activités à l'UOF. Donc, après mon expérience avec les étudiants universitaires, l'un des aspects les plus marquants de leur expérience est vraiment tout ce qui se passe après les cours. Donc, nous organiserons de nombreuses activités centrées autour de cette identité culturelle. Par exemple, aller voir une pièce de théâtre au Théâtre communautaire de Toronto, participer à un micro ouvert, nous aurons des soirées trivia ou aussi des événements café culture. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que ce bref aperçu de certains de nos services et activités montre que nous croyons au potentiel de chacun de nos étudiants. Et vraiment, notre but est de fournir une expérience personnalisée et holistique qui contribuera à ta réussite et à ton bien-être. Je te laisse ici à l'écran, tu peux voir mon adresse courriel. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette belle présentation. On poursuit sur les services à l'UOF, cette fois-ci avec Danielle, qui est registraire et directrice de l'expérience étudiante. On l'accueille chaleureusement. Bonjour, Danielle. Bonjour. Alors, un instant et je vous partage mon écran. Alors, c'est parti. Alors, comme vous avez entendu, je suis Danielle et registraire directrice de l'expérience étudiante et aujourd'hui, je vais particulièrement aborder la question des finances et du logement. Alors, combien ça coûte pour fréquenter l'Université de l'Ontario français? Alors, si vous regardez ici, on a 4 programmes de baccalauréat. La liste est là dans la colonne de la gauche. Alors, culture numérique, économie, innovation sociale, l'étude des environnements urbains et pluralité humaine. Peu importe le programme, on parle de 6 100 $ par année ou, si vous préférez, 3 050 $ par session. Vous allez constater que ces coûts-là sont vraiment dans les normes pour les universités ontariennes pour les programmes qui sont offerts en sciences sociales ou bien en sciences humaines. Si jamais on étudie à temps partiel, c'est-à-dire qu'on suit 1, 2 ou à la limite 3 cours dans une session plutôt que d'être à temps complet, alors à ce moment-là, le coût d'un cours s'élève à environ 610 $ par cours. Une des façons qu'on vous propose pour alléger ou financer vos études, c'est de vous offrir des bourses. Alors, présentement, et pour l'année qui suit également, tout universitaire qui vient chez nous, tous les étudiants à temps complet, peu importe leur statut, sont éligibles à recevoir 1 500 $. C'est garanti. Vous allez recevoir 750 à l'automne et un autre 750 à l'hiver. Ensuite, on propose également des bourses d'admission qui sont axées sur le mérite académique. Donc, si vous êtes présentement à vos études au secondaire et que vous avez des résultats assez forts, bien, je vous conseille de continuer dans cette voie parce que plus votre moyenne est élevée, plus vous pouviez dénicher une grande bourse d'admission. Donc, on débute avec 1 500, on rajoute un autre 1 000 $, sinon un autre 1 000 $ et finalement, la dernière tranche pour les gens qui ont une moyenne de 95% et plus, on peut aller chercher 5 000 $. C'est important de noter que cela, c'est en su, on l'additionne au 1 500 qui est déjà garanti. Donc, ça voudrait dire qu'au maximum, on pourrait aller chercher 6 500 $ pour l'année scolaire. Et ça veut dire qu'en principe, on vous doit un 400 $ parce qu'il ne coûte que 6 100 à fréquenter l'Université de l'Ontario français. Une autre façon que les étudiants puissent apprivoiser pour financer les études sont les régimes de prêts et bourses gouvernementaux. Alors, au Canada, le régime d'aide financière est différent dans chaque province, mais c'est chapeauté et garanti par le gouvernement fédéral. La RAFEO, qui est le programme ici en Ontario, regarde plusieurs différents critères pour savoir combien d'argent qu'ils puissent vous livrer. Donc, ils vont regarder les droits de scolarité, les frais de votre programme. Donc, par exemple, on sait qu'un programme en génie, juste pour un exemple, c'est plus cher souvent qu'un programme en sciences sociales.
Ils vont regarder le coût de vos manuels scolaires, vos fournitures, ainsi que les frais de subsistance. Ils vont également regarder la charge de cours. Alors, êtes-vous à temps plein ou à temps partiel? Ça a une incidence sur le financement reçu. Pour les gens qui s'inscrivent plutôt à un programme de micro-certification, ce sont de très petits programmes, des programmes qui peuvent avoir de 9 jusqu'à 30 crédits. Bien, dans ces programmes-là, on ne parle pas de temps plein ou temps partiel, on parle plutôt des heures de programme, donc le nombre d'heures que vous consacrez à votre programme à l'intérieur d'une semaine. Et bien sûr, finalement, on va regarder votre contribution financière vraiment à votre budget pour aller à l'université. Donc, c'est votre revenu, le revenu de vos parents, la taille de votre famille. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre demeure qui aussi sont à l'université, le nombre de personnes à charge, ainsi que la distance que vous allez voyager pour aller à l'université. Donc, plus vous allez loin de votre demeure, domicile normal en Ontario, plus les frais de subsistance sont élevés. Alors, en 2020-21, alors c'est l'année qui est en voie de terminer, le financement maximal pour les étudiants et étudiantes inscrits à temps plein dans une université ontarienne s'élevait à 545 $ par semaine. On ne connaît pas encore le financement qui va être octroyé pour l'année prochaine. Ça risque de beaucoup ressembler à ce qu'ils ont fait l'an dernier. Et là, je vais demander à mon collègue de nous permettre de visionner un petit vidéo pour vous présenter la résidence Parkside. Alors, comme vous avez vu, la résidence Parkside, c'est un organisme, une compagnie qui offre des résidences pour étudiants dans plusieurs villes canadiennes. Ils ont un logement ici à Toronto qui accueille des étudiants de Ryerson, de l'Université de Toronto, du Collège George Brown, du Collège Centennial et plusieurs autres, y inclut l'Université de l'Ontario français. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un édifice puis ils ont vraiment réaménagé ça en appartement étudiant avec des salles de bain privées. Donc, c'est vraiment style appartement parce que chaque option inclut un espace un genre avec sofa, etc., causette, pupitre. Il y a aussi normalement chambre à coucher, puis la salle de bain qui va être partagée juste avec ceux qui sont dans votre demeure. Ils ont des options un chambre à coucher avec un salle de bain qui est vraiment une chambre avec 2 lits doubles et la salle de bain qui est partagée par ces 2 résidents-là. Ils ont aussi un plan similaire, mais les chambres à coucher sont vraiment uniques. Alors, chaque individu a leur propre chambre.
je vois que j'ai affiché par accident, c'est pas les bons prix, je m'excuse. Et l'appartement studio, c'est vraiment juste un grand studio ouvert, mais privé, juste pour une personne. Et tous les meubles, le Wi-Fi, l'électricité, l'hydro, le pavillon, inclut la buanderie, un service de buanderie payant bien sûr, mais c'est dans le pavillon. Vous avez 2 centres d'entraînement, la salle de jeu, terrasse. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, on parle d'un coût de 1 260 par mois et ça monte de là. Alors, ça, c'est le plus modique. Et il faut aussi compter payer, défrayer pour le plan de repas qui est en su. Et ça, c'est toujours sur une base de 12 mois par année. Alors, si vous prenez un bail qui est plus court, ça risque d'être un peu plus cher. Aussi, si vous pouvez le voir à l'écran, j'ai mis l'option du Toronto Home Share. Alors ça, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà entendu parler, mais il y a des jeunes comme vous qui veulent habiter à Toronto, mais ils veulent une option un peu plus modique, plus abordable. Alors, comment est-ce que la jeune personne peut avoir une place à vivre à un coût très raisonnable au centre-ville de Toronto? Bien, avec Toronto Home Share, on jumelle la jeune personne avec quelqu'un qui a déjà sa demeure à Toronto, mais qui est âgé de 55 ans et plus. Alors, en plus de défrayer 4 à 600 $ par mois pour une chambre dans cette demeure, vous acceptez en tant que participant au programme d'offrir 7 heures à la personne avec laquelle vous viviez. Et durant ces 7 heures-là, ben vous vous entendez, ça peut être prendre soin de quelques tâches ménagères, ça peut être par exemple d'aller chercher l'épicerie pour la personne qui est peut-être à mobilité réduite ou parce qu'ils sont un peu plus âgés, peut-être que c'est trop lourd pour eux. On a déjà des gens qui ont fait du jardinage ou peut-être ils veulent juste quelqu'un pour passer du temps avec eux, peut-être en conversation, parce qu'ils sont solitaires. Alors, c'est gagnant-gagnant. La jeune personne a une demeure à prix très abordable et l'aîné bénéficie d'une aide de quelqu'un qui est plus jeune et leur permet de maintenir leur autonomie dans leur maison. Alors, ça, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui au sujet des finances, du logement. On peut me rejoindre à l'Université de l'Ontario français en m'écrivant tout simplement registraire@uontario.ca. Alors, très simple. Registraire@uontario.ca me ferait plaisir de répondre à vos questions. Maintenant, je passe la parole à Eric. Merci beaucoup, Daniel, pour cette belle présentation. Merci beaucoup également à Mélanie pour le survol des services offerts à l'UOF. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions. On est là pour répondre à toutes les questions que vous avez. Donc, pour terminer cette célébration aujourd'hui, j'invite François à nous faire quelques mots de clôture avant de mettre fin à la diffusion. Mais encore une fois, félicitations à tous les gagnants qui ont participé au Caout aujourd'hui et qui ont été avec nous au courant de cet début d'avant-midi. Il vous reste encore du temps pour profiter de la journée, mais merci d'avoir été des nôtres. Alors, un grand merci à votre participation. Nous en avons vraiment été ravis. Ça nous a beaucoup plu d'organiser ça tous en équipe. J'espère que vous avez appris des choses. C'était l'objectif. J'espère que ça vous donnera envie de venir étudier à l'UOF. Merci encore pour votre participation. Alors, un mot de la fin, changer le monde. Une université qui se crée au XXIe siècle, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour changer le monde. Et on compte sur vous pour venir justement étudier et un jour donc profiter de ça et également travailler pour pouvoir changer des sociétés dans lesquelles on vit. Vous imaginez, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mai-juin, prochaine étape, mai-juin, on fera des sessions spéciales sur des thématiques par programme. C'est-à-dire s'il y a une thématique sur un programme design urbain, environnement urbain, ou économie sociale ou culture numérique, on va organiser ça avec les professeurs. Donc là, ce sera plutôt une petite présentation et puis vous pourrez poser des questions spécifiquement sur le programme, plus en détail, parce que c'est vrai vous n'avez pas pu aujourd'hui forcément poser toutes vos questions, si vous souhaitez. Et puis rencontrer les profs, c'est sympa. Parce que, en fait, ce sont des gens, comme on l'a dit, on est une université à taille humaine, donc vous allez faire connaître avec vos futurs profs. Vous pouvez également nous contacter à la boîte admission. J'ai également une ligne WhatsApp,
Donc, vous pouvez nous envoyer des messages. Vous pouvez également remplir un formulaire en ligne. Quand vous allez sur le site, il y a un formulaire programme et admission. Vous pouvez obtenir les fiches. Tous les inscrits aujourd'hui vont recevoir des fiches et également la brochure. Donc, vous en recevrez. Mais néanmoins, vous pouvez vous mettre dans la base si vous souhaitez avoir toutes les informations. Voilà. Vous pouvez également nous suivre sur tous les médias sociaux. Alors, bien sûr, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Donc, on a énormément de médias sociaux. Bien sûr, pour les jeunes, c'est souvent, vous préférez Instagram. Mais ils sont à disposition et donc on pourra mettre effectivement des informations futures sur l'UOF. Voilà. Alors, n'hésite pas à poser des questions si tu as besoin et puis on est là pour toi et on espère qu'on va vous voir bientôt.